une ordonnance qui crée, organise la commission préparatoire du dialogue. Le rôle de la commission préparatoire du dialogue, qui en principe doit être élaborer l'ordre du dialogue, arrêter le budget du dialogue. Je parle de l'expérience. Ensuite, il vient le dialogue proprement dit. Il faut qu'il prenne aussi des textes y afférents. Je cite les ordonnances. Il faut l'ordonnance portant création ou organisation fonctionnement du dialogue. Il faut une ordonnance prise par le chef de l'État qui précise la composition du dialogue. Il faut une ordonnance qui détermine la nature juridique des résolutions qui sont prises. Donc, tout ça, c'est vraiment les éléments juridiques. Alors, mais dites-nous, est-ce que le dialogue politique tel que le président le souhaite très prochainement est-il opportun à ce moment où le président est à quelques mois de sa fin du mandat constitutionnel? Il est opportun. J'explique. D'abord, au niveau national, même international, il n'y a pas de limite du nombre de dialogues qu'on peut avoir. Il n'y a pas de limite. On peut avoir du dialogue à tout moment. Les amis l'ont dit. Le dialogue est permanent. Quand est-ce qu'il y a dialogue? C'est lorsqu'il y a une nécessité de résoudre quelques problèmes. Si le problème se pose, on se met autour d'une table, on discute. La table, ce que j'appelle dialogue, à l'intérieur, on échange sur l'objet des conflits, en vue de trouver une solution. Et le dialogue, actuellement, quels sont les problèmes que nous avons? Si vous pouvez les indiquer, ne serait-ce qu'à titre indicatif, quelques-uns pour que l'on puisse comprendre. Je vous remercie. Qui nécessiterait ces dialogues? Très sincèrement, nous avons d'abord ce que tout le monde dit, le problème d'application de calendrier électoral global. Interprétation. Il y en a qui disent telle élection ça doit se faire après 2016. C'est déjà un problème. Nous avons un problème du renouvellement de l'administration de la CENI. Bien des gens ont parlé en disant non, l'administration de la CENI pose problème, ne mérite pas confiance. Par conséquent, on ne peut pas organiser les élections sous l'empire et par la CENI telle que coiffée. C'est déjà un problème. Il y a encore un autre, celui de jeunes qui vont eu à avoir l'âge électoral, le nouveau majeur. Et c'est même un droit pour eux d'élire et d'être élus. C'est un droit constitutionnel. De telle sorte que si on ne le fait pas, on va violer la Constitution puisqu'on a privé cette catégorie de citoyens d'exercer leurs droits. Vous avez dit que je donne quelques cas, je peux en donner encore plus. Et je dis ceci. Au niveau de solution des problèmes, qu'il s'agisse du niveau national ou international, le dialogue a toujours été la voie indiquée pour résoudre les problèmes de façon pacifique. Les problèmes dont il s'agit, je viens de vous donner quelques cas. Et pour nous, qui voulons le dialogue, il y a quelque chose. C'est ceci. Ne pas dialoguer, c'est favoriser la guerre. Ne pas favoriser, c'est diviser le pays et permettre à ceux-là qui veulent balkaniser ce pays à sauter dessus. Vous savez déjà, et maintenant, il y a une partie de notre mer territoriale. Le pétrole est exploité par le pays voisin. Ça ne se cache pas, c'est l'Angola. C'est notre pétrole. Ce sont des milliards qui partent. Vous avez... Ce pays n'est pas sans un gouvernement. Et raison de plus pour dialoguer, pour savoir s'il y a un gouvernement, pourquoi on exploite, le gouvernement n'intervient pas. Donc vous me donnez raison pour qu'on puisse dialoguer. J'ajoute. Il y a une partie du territoire de Kayamba qui est occupée par l'Angola. Il y a l'Est, il ne faut pas parler. Violer tous les jours. Là, c'est le ventre mou. Etc. Tout le jour, c'est dehors. Les histoires sur la tête, femmes, enfants, vieillards. Mais le pays pose problème. Quoi de plus malheureux, de plus mauvais que d'envisager le dialogue. Et il y a un gouvernement, vous l'avez dit. Mais pour nous, c'est l'occasion de demander au gouvernement, monsieur le gouvernement, et pourquoi ça ne marche pas?
Nous avons été aux concertations nationales. Nous avions dit, après avoir fait un tableau sombre quelque peu sur la gestion de la République, nous nous sommes dit, en sortant de là, non, il faut un gouvernement qui puisse gérer ces choses, qui puisse mettre en application, parce que le gouvernement ici ne peut pas parvenir à le faire. Le gouvernement est venu bien que 14 mois plus tard. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution? Je voudrais vous dire une chose d'abord sur le gouvernement. Ce n'est pas celui qui était entendu au lendemain des concertations nationales. Au lendemain des concertations nationales, on attendait un gouvernement de cohésion nationale entendait ceci. Le gouvernement qui comprend en son sein la majorité présidentielle, institutionnelle, extra-institutionnelle, a-t-on dit ici? Il est extra-institutionnel. Est-ce qu'il est au Parlement? Est-ce qu'il est au gouvernement? Mais il est de la majorité. Donc, dans ce gouvernement-là, on attendait la majorité institutionnelle, parlementaire et extra-institutionnelle, majorité. Et du côté de l'opposition politique, la même chose. L'opposition parlementaire, extra-parlementaire. Vous savez que la loi... Et vous pensez que c'est ce qui allait mettre fin à tous ces déboires que vous venez de dépeindre? Dans tous les cas, oui. Parce qu'il était dit qu'on puisse examiner les choses de façon consensuelle. Et tout le monde pouvait contrôler tout le monde. Merci. Ce n'est pas ce gouvernement, non, j'ajoute, ce n'est pas ce gouvernement qui est né. Ce gouvernement ici, le gouvernement qu'on a appelé Matata 2, n'a rien de Matata 2, parce que dans le texte qui a créé, qui a nommé les membres du gouvernement, on n'a pas nommé Matata pour la deuxième fois. C'est le même Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas passé devant le Parlement et devant notre ami ici pour présenter un nouveau programme. Et rien n'est fait référence aux concertations nationales. Donc ce gouvernement-là qu'on attendait, ce n'est pas celui qu'on a ici. On a remanié seulement le gouvernement Matata et on l'a habillé avec 3 ou 4 éléments. Alors si je comprends bien, l'issue du dialogue aboutirait forcément ou nécessairement à un autre gouvernement. Moi je crois qu'il n'y aura pas d'inconvénient du tout si on peut arriver à un autre gouvernement. Parce qu'après avoir fait le tableau, après avoir décrit la gestion du pays, tel que nous l'avons fait concertation nationale, tel qu'on vit aujourd'hui à l'Est, tout le temps, vous sentez ce qu'il y a, les FDLR, AFDENALU, je ne sais pas, tout ce qu'on a comme force là-bas, ça ne va pas. Et de plus, en ce moment-là, on pourrait même demander pourquoi la MONUSCO ne revient pas au front pour résoudre le problème. Donc, à la fin de cela, et je le dis sans embâche, il y en a qui pensent qu'on va là-bas, on va glisser. S'il y a à glisser, nous allons en parler. Parce qu'on ne peut pas préjuger sur le dialogue. On va décortiquer le cahier des charges de chaque composante. Et on verra quels sont les problèmes qui se posent. Le dialogue, je peux rejoindre ça sera ad hoc, mais je peux dire supra-institutionnel. Parce qu'il y aura et les institutions et ceux qui ne sont pas dans les institutions. Voilà. Monsieur Mbondi, je reviens à vous. Vous avez vraiment suivi les analyses des uns et des autres. Si jamais aujourd'hui il y a effectivement un dialogue, parce que le président de la République n'a pas croisé les bras, il a travaillé, tout le monde l'a vu. Nous avons vu les différentes sensibilités défiler à son bureau, les missions diplomatiques, les représentations, les diverses représentations ici, les forces, les leaders des églises. Eh bien, il y a eu vraiment du mouvement. Mais les MLC, dans son petit coin, en train de voir de loin. Si jamais le dialogue est convoqué, vous allez rester au quai de la gare et laisser le train du dialogue partir. Et si jamais à la fin il y a un gouvernement, vous allez subir les sorts de l'IDPS de 2003 au lendemain de Sun City, M. Mbondi. Vous n'avez pas la crainte de cette éventualité-là. Merci, M. le journaliste. Bon, c'était juste une comparaison de forme. Mais c'est l'histoire récente. Et de par leur fonctionnement et animateur, tout ce que vous voulez, projet de société. Nous sommes, nous, des libéraux, et ils ne le sont pas. Et ils sont, je crois, des sociaux-démocrates, je crois. Monsieur le journaliste, j'ai eu des oreilles très ouvertes pour entendre nos co-débatteurs, sinon les tenants de la thèse de la tenue de dialogue,
pour qu'ils arrivent à nous indiquer concrètement les raisons qui fondent la convocation d'un dialogue, je n'ai pas entendu. Par contre, je me trouverai à l'aise pour vous indiquer les causes aussi nombreuses de la méfiance accentuée que le MLC développe vis-à-vis de cette convocation. Il y a eu la tentative de la révision constitutionnelle. Récemment, pas très longtemps, il y a eu un forcing ridicule à modifier la loi électorale qui a engendré des pertes en vies humaines. Et pendant qu'on se débattait encore dans ces choses, on nous amène le découpage des provinces. Toujours des questions qui accentuent des crises, la crise dans ce pays. On est là, on nous dit non, il faut un recensement. On va jusqu'à créer une institution née et liquidée d'elle-même au NIP, avec des personnes nommées en conseil d'administration. J'ai même reconnu la présidente du conseil d'administration rentrer à l'hémicycle, reprendre son siège. Je la vois siéger, mon frère est là. Pendant qu'on est là, nous sommes surpris que les questions relevant de la CENI, une commission électorale nationale indépendante, deviennent, donc on confisque les prérogatives de la CENI par la majorité au pouvoir. La question de ce calendrier, on doit aller faire un dialogue autour de ça. On attend. On est curieux de constater, après déclaration du président du Sénat, lui qui a l'information sur le budget, nous révéler qu'il n'y avait jamais eu un budget pour les élections. Mais nous, au MLC, on dit, c'est fait exprès. Il y a absence de volonté politique